Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour partager l'actualité de cette semaine en compagnie des plumes et des signatures de la presse internationale. À commencer par Monsieur Philippe Toll. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Autre signature, Monsieur Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Christophe. Sourire d'Anna Navarro-Pedro. Bonjour Anna. Et autre sourire, celui de Solveig Graham-Jensen. Bonjour Solveig. Bonjour Christophe. Eh bien, la loi Macron s'est votée, enfin, sous les huées, climat de fronde bien évidemment, nouveau coup de force de Manuel Valls qui fait fi de la fragile union. Vous vous souvenez, c'était il y a 3 semaines le congrès de Poitiers et là, ça a quand même du mal à passer. Pas les frondeurs qui mettent en minorité le gouvernement sur la loi Macron. C'est vraiment qu'ils n'ont pas de majorité et que donc le congrès de Poitiers n'aura servi à rien. Ce gouvernement ne veut pas débattre des choses. Ce gouvernement ne débat qu'avec une seule instance, l'Assemblée générale du MEDEF, d'où il prend de plus en plus ses ordres. Mais cette obstination à dire on a la vérité révélée, tout ce que la gauche a toujours dit, c'est zéro et je retiens tout. Par contre, le libéralisme, c'est génial. Je m'excuse, ça ne vous donne pas un soutien populaire dans le pays. Le MEDEF, libéralisme et Poitiers, c'est de la fumée, Mustapha. Moi, je crois que malgré les affirmations de Manuel Valls, le coup de menton autoritaire, entre guillemets, c'est un échec pour le gouvernement, c'est un échec pour François Hollande. Comment fait-on pour disposer d'une grande majorité, confortable majorité à l'Assemblée et être obligé de recourir au 49.3 pour la plus emblématique des lois et du projet du quinquennat. Donc c'est un aveu d'échec. Alors cet aveu d'échec, bien sûr, le gouvernement est en train de communiquer pour dire que parce qu'il avait besoin de temps, parce que la séquence nécessitait une accélération qu'il a recours au 49.3, mais sur le plan politique, il donne raison à la droite parce qu'il annule le travail parlementaire, il donne raison aux frondeurs parce qu'il ne veut pas le débat, et donc on a en face un gouvernement qui passe en force contre la volonté des parlementaires, contre le débat parlementaire. Et ça aura un impact majeur sur la crédibilité de François Hollande et de Manuel Valls, sachant que Manuel Valls, depuis un certain temps, se drapait dans une posture de homme d'État, peut-être possible candidat pour la gauche en 2017. Et là, avec ce 49.3, il ne donne pas l'impression d'être à la hauteur de la mission. C'est un homme qui passe en force et qui ne dialogue pas et qui ne supporte pas qu'on puisse discuter et dialoguer son projet. Alors, le mot déni de démocratie a largement été utilisé tout au long de cette semaine, cher Philippe, et on le voit, d'ailleurs on le verra, vous le verrez au travers de cette émission, dans les dessins notamment de la presse internationale, c'est vraiment ce qui est remis en cause, c'est-à-dire qu'on est passé en force, comme disait Mustapha, et pourtant il y a encore quelques mois, une large majorité. Alors d'abord, chez nous en Grande-Bretagne, le 49.3, ça n'existe pas, donc on a beaucoup de mal à comprendre comment on peut passer une loi sans en débattre à l'Assemblée nationale. Dans ce cas-là, bon, on arrête l'Assemblée nationale, on passe tout en force et voilà. Ça s'appelle plus une démocratie. Voilà, c'est la démocratie qui en prend un coup. Mais pour moi, il y a une autre raison. Je pense que Manuel Valls était très affecté, affaibli par cette histoire d'avion, match de football, et il voulait faire un coup pour dire, voilà, je prends en charge cette loi, je le fais passer, je montre que je suis l'homme qui contrôle, j'ai de l'autorité, et c'est pour se remettre un petit peu plus en valeur. Et deuxième chose, je reviens sur ce que disait Mustapha, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, c'est qu'il y a une telle peur dans le gouvernement que finalement, bon, on veut quelque chose, ça ne marchera pas, qu'on le passe en force, parce qu'au moins, comme ça, on le fait et on passe à la chose suivante. Vous l'avez entendu aussi, ils remettent en cause quelque part le congrès de Poitiers, Anna. C'est-à-dire que tout ça, c'était de l'enfumage total. Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'union et il y a une autorité, un autoritarisme qui s'installe au sein du PS. On a vu Claude Barthelone qui voulait des élections, le vote obligatoire. On voit Manuel Valls. Si c'est vrai que ce que tu penses, que Manuel Valls après a voulu faire preuve d'autorité après comme contre-coup à l'affaiblissement qu'il a subi avec l'histoire du déplacement à Berlin avec ses 2 enfants dans un avion de l'État et aux frais du contribuable. Alors là, c'est un trait d'infantilité en plus, parce que c'est un manque de maturité. Mais ça va personnelle. quand même pas plus loin, vous pensez, justement? Je pense que ça va beaucoup plus loin. Je me souviens, quand j'étais étudiante, j'avais fait une année à Sciences Po Paris pour les étudiants étrangers, et on nous avait appris le 49.3.
ce qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, c'était une découverte pour tout le monde, qui venait des États-Unis, d'Angleterre, du Portugal, d'Allemagne, etc. Et c'est très intéressant. Et ce qu'on nous disait, c'est que quand même, il y avait un débat. Quand le débat devenait trop poisseux, trop embourbé dans les amendements, on passait en force. Et on étudiait la question déjà de l'attentat à la démocratie, au débat parlementaire, la représentation du Parlement. Là, il n'y a même pas eu de débat. On a grimpé un échelon. Et c'est la gauche qui le fait. Alors, pour les élections qui vont venir en termes de ce que peut représenter la gauche dans l'imaginaire électoral, là, ils ont enfoncé vraiment un clou dans le cercueil de la gauche. Un pic et un pieu. On va continuer avec vous, Solveig. On va revenir justement sur quelque chose d'intéressant, ce déni de démocratie. En tout cas, c'est ce qui a été avancé, c'est la formule avancée. Ça s'est entendu chez les Verts, ça s'est entendu également dans le Front de gauche, ça s'est entendu aussi sur cette autre majorité, la gauche de la gauche. Écoutez, ça vaut le détour. C'est absolument inacceptable, c'est fait en plus de ça avec mépris, on se fait traiter de conservateur dans la mesure où on demande à ce que l'Assemblée puisse fonctionner correctement, c'est absolument inacceptable, nous refusons de participer à cette espèce de mascarade, à ce déni de démocratie. Solveig. Oui, mais je pense ce qui a été dit sur le souhait de Manuel Valls de s'affirmer, c'est absolument ça qu'il veut, c'est que la gauche s'oppose à lui, ça, à la limite, ça le dérange pas. Je pense qu'il y a Berlin, il y a aussi l'élection de Campabellis qu'il ne faut pas ignorer. Et ça a été comme ça avec Valls, quand on regarde depuis qu'il est Premier ministre, d'ailleurs aussi quand il était Premier ministre de l'Intérieur, ça s'appelle, à chaque fois il a pris des combats comme ça dans le public, à chaque fois ça lui a même, soit ça l'a renforcé, soit ça l'a pas renforcé, mais ça le dérange pas. L'important c'est qu'il soit au cœur d'un combat en fait pour sa fille. Mais les gens veulent, moi à mon avis c'est quelque chose qui lui fait, fait pas plaisir. C'est un moteur pour lui ? Pardon ? C'est un moteur pour lui, c'est ce que Absolument, vous pensez ? c'est comme ça qu'il marche. Mais alors vis-à-vis de la gauche, Mustapha, ou vis-à-vis de l'opinion ? En fait, Christophe, moi, la question qui me turlupine depuis ce 49.3, c'est de savoir est-ce que c'est une décision souveraine, propre à Manuel Valls, ou c'est le choix de François Hollande. Parce que avoir recours au 49.3 dans ces conditions-là, susciter autant de passions à droite, à gauche, et puis aussi, bien sûr, au Front National, ça doit obéir à une logique et à un calcul. Alors, petite indiscrétion, et je vous laisse continuer, il semblerait que ce soit une volonté du président qui aurait dit en off. Et pour le reste, si ça doit se passer comme ça, eh bien, ça se passera comme ça. Donc ça veut dire que la présidence, ça veut dire que François Hollande fait le constat, fait l'analyse que la séquence qui va venir avec les bons signaux économiques qui s'annoncent pourrait, d'une manière ou d'une autre, faire oublier cette mauvaise séquence du gouvernement. Et donc, d'ici quelques temps, les gens, quand on aura renversé la courbe du chômage, quand on aura quelques signaux positifs de la relance économique, l'opinion qui a tendance à oublier, aura oublié aussi ce mauvais épisode de 49.3 et ce mauvais épisode de l'autoritarisme excessif et rigide de Manuel Valls. Avec un gouvernement qui passe et qui continue de réformer. La question, est-ce que c'est un gouvernement droit dans ses bottes ? Est-ce que c'est un gouvernement à bout de souffle ? Je vous donne la parole juste après ça. Ça montre un gouvernement très affaibli et ça montre surtout que l'unité de façade du Congrès du Parti socialiste s'est complètement volée en éclats. C'est un aveu de faiblesse, le 49.3, au fond. C'est rien d'autre. C'est un aveu de faiblesse. On est en face d'un Premier ministre qui est dans les cordes, c'est l'affolement général et c'est surtout une humiliation du Parlement, de l'Assemblée, du président de l'Assemblée. Ce Premier ministre n'a plus rien à faire de rien. Ou pas, comme disait Mustapha. C'est peut-être une stratégie. Je suis un peu d'accord avec ça, mais ce qui est bête, que quand on regarde la loi Macron, c'est plutôt bien ce qu'il propose. Moi, ce qu'il en reste de la loi Macron. Non, étant britannique, on ne comprend pas que toutes les boutiques en France ne soient pas ouvertes le dimanche. Bon, évidemment, là, on progresse un petit peu, mais pas beaucoup plus. Mais quand on a envie de faire les courses dimanche après-midi dans les zones industrielles, tout est fermé, c'est quand même pas terrible. Vous allez en Angleterre, tout est ouvert. Et donc, quand on vient ici, on ne comprend pas. Et on dit surtout, mais on a un chômage en France qui augmente tous les mois. Et quand on dit, tiens, le dimanche, on pourrait embaucher du monde pour faire baisser le chômage, non, on ne peut pas parce que les boutiques doivent rester fermées. Donc, expliquez-moi ça. Ça, c'est une première chose. Et c'est une bonne idée de mettre en route des autocars entre les grandes villes. Je ne vois pas où est le problème. Donc tout cela, c'est bien dommage. Mais pour moi, le gouvernement
a été affaibli, certes, par le 49.3, mais ils veulent passer à autre chose. Ils veulent passer cette loi et c'est fini. Et maintenant, on passe à la chose suivante. Et c'est pour cette raison-là. Ils n'ont pas envie de traîner là-dessus pour avoir un débat parce qu'ils savent que la droite est plus ou moins d'accord avec cette loi. Donc, on le passe et on passe à la chose suivante. Tout ça me fait penser à une ancienne présidente d'un parti de droite portugais qui disait à un moment donné, lors d'un déjeuner, très officiellement, avec les caméras télé devant, déjeuner avec des politiciens américains à Lisbonne. Oh, vous savez, pour faire des réformes, il faudrait suspendre la démocratie pendant 6 mois au moins. On passe les réformes. Bon, et après, si on veut, on fait revenir la démocratie. Elle a failli être Premier ministre du Portugal. Et elle a failli être Premier ministre. Mais on en est là, dans cette logique un peu partout. Alors justement, on va continuer à parler de logique, c'est intéressant parce que pendant qu'on se bat à l'Assemblée, eh bien François Hollande, lui, voyage à l'étranger, en France, bien évidemment. Et maintenant, c'est un secret pour personne, l'objectif est 2017. Alors, on a titré ça un petit papa Noël parce qu'il y a un certain nombre de cadeaux et il tombe bien évidemment, prélèvement à la source, vendu comme un cadeau pour les salariés, 2017. Par hasard, 0 imposition. Et puis, il y a les fonctionnaires, les fameux fonctionnaires, ceux qui constituent le socle de la gauche, qui votent aussi, eh bien, une augmentation pour tout le monde en 2017, comme par hasard. Quand on parlait de stratégie tout à l'heure, entre la manière forte de Manuel Valls, un président qui ne dit rien, mais consent, on est dedans ? C'est bad cop, good cop, moi, je pense. Et donc, c'est le good cop qui doit passer en 2017. Donc, c'est Hollande qui distribue les cadeaux et Valls qui fait le méchant, ce qui, je pense, arrange tous les deux, en fait. Valls, il peut attendre 22 de toute façon. Mais ce que fait Hollande, c'est vraiment scandaleux parce que, comme on a déjà dit ici sur ce plateau, il lui reste quand même 2 ans encore. Si ces 2 ans-là sont juste de la campagne, c'est... Finalement, le système du quinquennat, c'est un échec parce que on a 2 ans, quelque chose comme ça, pour faire ce qu'on veut. Après, c'est, je ne vais pas dire foutu, mais quelque chose dans le genre. Et on essaie de se faire réélire. Il faudrait que ce soit des gens de l'âge de Juppé qui soient élus pour que tout le monde n'ait qu'un seul quinquennat. Comme ça, on peut au moins... De dire il est trop vieux pour se représenter. Bon, il y a les deux, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est scandaleux. C'est vraiment là, je pense qu'on peut parler de l'abus de la démocratie. En fait. Et vous pensez justement que ce jeu entre Hollande et Emmanuel Valls... Le coup du gentil et du méchant, c'est dans tous les films, on le connaît depuis longtemps. Vous pensez que c'est une stratégie au-delà justement de l'image, mais quand même sur de la politique, sur des choses qui sont concrètes. Il y en a un qui distribue et l'autre qui affiche une fermeté. Moi, je crois qu'à gauche se pose une réflexion qu'il va bien falloir trancher pour voir un petit peu comment la prochaine séquence va être. C'est à gauche, est-ce qu'on va avoir des primaires ou pas ? Cette question-là, elle est cruciale et on n'a pas encore répondu parce que là, tout ce que fait François Hollande depuis un certain temps, c'est un président en campagne justement pour qu'il n'y ait pas de primaire. Il est en train de s'installer dans les promesses, dans la séduction, dans un contexte politique et économique favorable pour justement s'imposer comme le candidat naturel à gauche. Alors si il réalise cet objectif, donc il n'y aura pas de primaire. Par contre, si d'ici 2016, cet objectif n'est pas réalisé, la gauche, notamment les frondeurs, notamment les opposants, notamment tous les ambitieux à gauche vont devoir exiger des primaires. Et là, Manuel Valls aura un jeu à jouer. Et vous pensez justement que Hollande capitalise sur d'éventuels bons résultats ? On voit l'INSEE qui annonce une croissance, un chômage qui pourrait peut-être se stabiliser, s'inverser vers 2016. On ne peut faire aucune prévision, étant donné ce qui se passe actuellement en Europe, avec ce qui se passe avec la Grèce. On ne peut vraiment faire aucune prévision pour l'instant, donc c'est trop tôt. C'est bien de capitaliser sur le coup, mais c'est à court terme. C'est des investissements vraiment à court terme. En ce qui concerne... Et puis... Le gros cadeau, ça va lui... ce n'est pas possible d'offrir une année, dans la situation économique de la France, d'offrir une année d'impôt. Vous parlez du prélèvement à la source, oui. Prélèvement à la source, c'est pas possible. On ne peut pas faire le prélèvement à la source autrement. Parce que sinon, il faut que les gens payent pendant quelques années. Les impôts d'une année étalés sur 5, ça se ressent sur le pouvoir d'achat. Nous avons le retention à la source, vous aussi. Donc, on sait ce que c'est. Les Français vont le découvrir, donc ils vont avoir beaucoup moins d'argent à la fin du mois. Ils n'auront pas d'impôts à payer, mais à la fin du mois, ils vont avoir moins d'argent. Sans compter le choc psychologique de voir une feuille de paye qui aura... Voilà, donc, ils ne savent pas ce que c'est. Après, et puis, bon, il y a beaucoup de choses qui, dans les modalités qui me semblent déjà aberrantes, mais c'est autre chose. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va lui éclater à la figure. Les cadeaux, c'est quand l'aumône est trop forte, le pauvre, il s'en méfie. Hein. Et donc, ça c'est ce qu'on dit en portugais. Donc là, il y a quelque chose qui va éclater à la figure. Mais en ce qui concerne Valls et Hollande, moi, j'ai l'impression qu'Hollande, et si c'est vrai qu'effectivement, il a donné en sous-main un ordre pour que la loi Macron passe en force sans débat, et que Valls en porte le chapeau,
Moi, je me demande au contraire s'il n'est pas en train de rocardiser Valls, pas un rocard gentil, mais un Valls rocardien méchant, mais s'il n'est pas en train de donner le baiser de la mort à Valls, un peu dans la façon d'un Mitterrand. Hein. Eh bien, on en parlera juste après le journal Cher Philippe. À tout de suite sur la chaîne.